Bonjour chers apprenants, chères apprenantes, me voilà de retour pour vous présenter la deuxième partie. La deuxième partie, elle est consacrée à des items ou exercices qui entrent dans le cadre de ce qu'on appelle le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Pour cela, j'ai déjà présenté pour vos camarades de la section SVT, j'ai déjà présenté comment sont conçus les différents exercices. Mais je vais essayer de répéter quand même une partie très importante, surtout concernant cette deuxième partie. Pour la SVT, il y a 3 ou 4 exercices qui entrent dans le cadre de raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Alors que pour le PC, il y a 2 ou 3 exercices qui entrent dans ce cadre-là. Mais avant d'aborder n'importe quel exercice, avant de l'aborder, vous devez suivre ces consignes. Parmi les consignes, premièrement, chaque exercice, il est représenté sous forme d'une situation, dite situation d'évaluation. Cette situation d'évaluation comprend un contexte, sillage et des supports qui sont des supports documentaires ou des données expérimentales. Et cette situation se termine par une question ou on l'appelle consigne. Ce sont des questions complexes, c'est-à-dire elles visent l'examen de différentes capacités et habilités. Donc, pour aborder chaque exercice, il faut procéder de la manière suivante. Premièrement, lire attentivement le contenu, du début jusqu'à la fin. À l'exercice de géologie, ou à l'exercice d'immunité, ou à l'exercice concernant la génétique de population, etc., etc., vous allez essayer de lire l'exercice complètement. Puis, lire attentivement la situation, le contenu de la situation, et essayer, à travers ce qu'on appelle le contexte, la partie qui se trouve dans la partie supérieure de l'exercice, vous allez déterminer quelle est l'unité concernée, quel est le chapitre, quelle est la séquence visée par la situation. Puis, en troisième lieu, il faut déterminer ce qui est voulu à travers les verbes de consigne. Il y a des verbes d'écrire, analyser, comparer, expliquer, justifier. Donc, chaque verbe, elle décrit ce qu'on a une capacité bien précise qui entre dans ce qu'on appelle le raisonnement scientifique, soit la description, l'analyse, la comparaison, l'explication et la justification. Je dois savoir et déterminer qu'est-ce qui évolue par le correcteur ou l'examinateur ou l'évaluateur. On va essayer d'élucider et expliciter ce que je viens de dire par un exercice. Cet exercice commence par un contexte. On va lire ensemble le contexte. La chaîne alpine est une chaîne de collision. Voilà un terme essentiel. Elle résulte de la fermeture d'un domaine océanique qui existait auparavant et l'affrontement de 2 plaques. Voilà, la chaîne alpine, on l'a définie comme suit. Donc, c'est une chaîne de collision résultant de la fermeture d'un domaine océanique et l'affrontement de 2 plaques lithosphériques, la plaque africaine et la plaque eurasiatique. Afin de déterminer les étapes de formation de cette chaîne, on présente les données suivantes. Voilà, c'est le contexte. J'ai déterminé et j'ai pu savoir l'unité, la séquence et le chapitre. Le document 1.
Il représente une carte simplifiée de la chaîne des Alpes franco-italiennes au niveau de la zone de confrontation des marges africaines et européennes. On va voir cette carte. La voilà. L'Italie, la France, la Suisse, etc., etc. Là où il y a une chaîne alpine. Il va jusqu'à ce qu'on appelle, je m'excuse, il va vers la partie est de l'Europe, mais cette partie, elle est élucidée par une carte, donc la géologie. La géologie, c'est une discipline réputée difficile pour tout le monde, mais elle a des caractéristiques spéciales, à savoir qu'il permet à vous, chers apprenants et apprenantes, d'acquérir des habilités spécifiques à la géologie, à savoir l'abstraction, arriver à l'abstraction, à ce qu'on appelle la réflexion hypothético-déductive. Donc, c'est une explication de ce qui est inaccessible. Inaccessible, mais l'explication nécessite l'étude par exemple, par une carte. Voilà une carte dans laquelle elle est accompagnée par une légende qui explique le contenu de la carte. Je dois la lire avant de passer à la question. Cette carte, voilà, il y a le nord, il y a des parties hachurées, des parties sous forme de granulés. Donc, c'est quoi ce qui est représenté en vert? Ce sont des ophiolites. Ah, je me situe dans le cours. Ophiolite, c'est quoi? Et des sédiments marins. Donc, des sédiments marins et des ophiolites. Marge africaine. Marge européenne. Des nappes de la marge européenne. Des chevauchements. Et voilà le mont Viso. C'est une montagne. Donc, aussi, il y a l'échelle. Donc, c'est le contenu du document. Je ne dois pas le lire très vite, mais d'une manière très attentive. Je passe à la consigne. Qu'est-ce qu'ils disent dans la consigne? À partir du document 1, dégagez les arguments qui témoignent que la zone étudiée a subi un régime tectonique compressif, accompagné de la disparition d'un domaine océanique. Donc, à partir de cette carte et de ce contenu, on va essayer de dégager, dégager les arguments qui témoignent que la zone étudiée a subi un régime tectonique compressif. Donc, revoyons la carte. Qu'est-ce qui permet de témoigner que cette zone a subi un régime tectonique compressif, c'est-à-dire des contraintes compressives? Donc, je vais vous donner un petit moment pour réfléchir. Oui. Les arguments qui témoignent que la région a subi des forces compressives, la présence de chevauchement. C'est-à-dire terrain coupe une partie. Chevauchement, c'est un témoin qu'il y a un régime tectonique compressif et aussi nappe de charriage de la marge européenne. Donc, des nappes de charriage de la marge européenne. Donc, les arguments qui témoignent que la région a subi des forces compressives sont la présence de chevauchement, de nappes de charriage. Deuxième partie, revenons. Deuxième partie, a subi un régime tectonique compressif accompagné de la disparition d'un domaine océanique. Qu'est-ce qui me permet, à travers le document, de déduire ou de dégager le témoin d'une disparition d'un domaine océanique? Il y avait un domaine océanique et qui a disparu. C'est la présence des ophiolites et sédiments marins. Donc, j'ai répondu à la première question. Les arguments qui témoignent que la région a subi des forces compressives sont la présence de chevauchement
et de nappes de charriage. Les arguments qui témoignent de la disparition d'un domaine océanique sont la présence de sédiments marins et d'ophiolites. L'ophiolite, c'est un témoin de la présence, il y a un certain temps, d'une croûte océanique ou d'une lithosphère océanique. Passons maintenant à une autre question. Dans cette région, le mont Viso, on a prélevé deux roches, R1 et R2, de la même composition chimique, et dont la composition minéralogique est présentée dans le document 2. Le document 3, qui va apparaître après, représente les champs de stabilité, de quelques associations minérales en fonction de la température et de la pression. OK? Il y a deux documents. La consigne, en exploitant les données du document 2 et 3, d'écrire les transformations minéralogiques. C'est un verbe opérationnel d'écrire, dire ce que vous voyez, les transformations minéralogiques, lorsqu'on passe de la roche R1 à la roche R2 et déterminer les conditions de pression et de température dans lesquelles ces deux roches ont été formées. Donc c'est un travail manuel, c'est un travail qu'on doit faire à travers l'étude des deux documents. Donc en exploitant, on va décrire les transformations minéralogiques entre les deux roches R1 et R2 et on va déterminer les conditions de pression, de température dans lesquelles ces deux roches ont été formées. Donc, prenons le premier document, c'est-à-dire le document 2. Roche R1 et roche R1, il contient du glucophane et plagioclase. Plagioclase, c'est un minéral riche soit en calcium ou en sodium, selon le type de roche. Puis, c'est un feldspathe. Donc, puis, la roche 2, il contient de jadéite et de grenat, en plus de glucophane. Donc, le glucophane existe ici et là, R1 et R2. Alors que cette roche R2 contient un autre minéral, jadéite et grenat, et la première R1, elle contient de plagioclase. Donc, comme vous voyez, comme s'il y a une transformation d'un minéral en d'autres minéraux, c'est le métamorphisme. On a déjà défini le métamorphisme ainsi. Donc, qu'est-ce qu'on voit? La description. Les modifications minéralogiques que subissent les roches en passant de R1 à R2, on observe la disparition de quoi? Du plagioclase, de feldspathe plagioclase et l'apparition de jadéite et de grenat. C'est simple, description. Maintenant, ils nous ont demandé de déterminer les conditions de la pression et de température dans lesquelles les deux roches ont été formées. À travers quoi? À travers le diagramme. Ce diagramme, je dois le lire. Qu'est-ce qu'il y a ici? La température en degrés C. Ici, la pression en gigapascal. Et ici, il y a le faciès vert. Ah, on a défini. Qu'est-ce que ça veut dire le faciès? On l'a déjà défini dans la première partie. Faciès schiste vert, faciès schiste bleu A, champ de stabilité de l'association minérale glucophane plus plagioclase. B, champ de stabilité de l'association minérale glucophane plus jadéite. Et C, faciès écologique, c'est-à-dire le champ de stabilité de l'association minérale glucophane, jadéite et grenat, comme on a vu dans la lame mince qui a été présentée dans le document 2. Et on a présenté aussi une réaction minéralogique de métamorphisme. Plagioclase plus glucophane donne jadéite, grenat plus eau. On veut déterminer les conditions de pression et de température, premièrement. Donc, les conditions de formation des deux roches, R1 et R2. On va les mettre dans un tableau. Les roches, R1 et R2, pression et température. Mais comment faire? Il y a une technique très simple.
cet exercice, toujours on le présente dans les examens de baccalauréat, on présente des exercices comme celui-là. Mais voilà une technique, je vais vous présenter la technique pour résoudre ce problème, c'est-à-dire déterminer des éléments à travers la lecture d'un diagramme. Donc pour R1, plagioclase plus glucophane appartient au champ de stabilité A, faciès de schiste bleu. Donc, pour déterminer la pression minimale, on fait un trait, puis maximale, un autre trait. Donc, la pression minimale, c'est à peu près combien? 0,45. La pression maximale de ce champ, c'est-à-dire de ce faciès bleu, de schiste bleu, dans lequel on trouve glucophane et plagioclase, c'est le faciès schiste bleu. Donc la pression maximale, c'est, on peut la déterminer, c'est 1,1. On refait la même chose pour la roche R2. Quels sont les minéraux qui existent dans la roche R2? Jadéite plus grenat plus glucophane. Elle appartient à quoi? Elle appartient au champ de stabilité C, c'est-à-dire le faciès éclogite. Bien, donc on va déterminer de la même façon la pression, c'est-à-dire les conditions de pression dans laquelle R2 a été formé. Toujours la même, voilà, le champ est toujours la même technique. On détermine la pression minimale et la pression maximale. La pression minimale est 0,8 et la pression maximale, toujours de la même façon, c'est 1,9. Donc, j'ai déterminé les conditions de pression de la formation de la roche R1 et les conditions de pression de la formation de la roche R2. Passons de la même façon à la détermination des conditions de température. Donc, la température minimale pour le faciès glucophane dans lequel on a trouvé des plagioclases et de glucophane, c'est-à-dire le faciès de schiste bleu, la température minimale est la suivante, c'est-à-dire à peu près combien? Oui, 80. Puis la température maximale de formation des roches R1, c'est-à-dire qui appartient au faciès schiste bleu, la température maximale, c'est à peu près 480. De la même façon, pour la roche R2, qui appartient au faciès schiste, je m'excuse, au faciès éclogite. Toujours la même façon, la température minimale, c'est 250. Et la température maximale, c'est 540. OK? Donc maintenant, on passe à la question 2. En exploitant les données du document 2, expliquer petit b, expliquer ces transformations minéralogiques et déduire le type de métamorphisme qui a eu lieu dans cette région étudiée. Donc, on doit exploiter, c'est-à-dire à travers les données des documents 2 et 3. On va expliquer les transformations minéralogiques et déduire le type de métamorphisme qui a eu lieu dans cette région. L'explication. Donc, avant R1, R2, il y a différence au niveau des minéraux, il y a aussi différence au niveau des conditions de température et de pression. Qu'est-ce que vous voyez concernant la pression? 0,4 à 1, 0,8 à 1,9 gigapascal. C'est une pression très élevée, c'est-à-dire les conditions de formation de la R1,
c'est une pression élevée. Et température, le changement, il est 80 à 480, 250 à 540 degrés C. Les conditions de température sont faibles. Donc, pression élevée et température et faible température. Donc, lorsqu'on se déplace du champ A au champ C, les roches subissent une augmentation importante de la pression en comparaison avec la faible augmentation de la température, ce qui est à l'origine des réactions chimiques permettant la disparition du plagioclase et l'apparition de jadéite et grenat. Je répète, à travers les données qu'on a pu déterminer, on a constaté que les conditions de pression sont très élevées et les conditions de température sont faibles, ce qui a permis la transformation, parce qu'on a dit que le métamorphisme, c'est une transformation minéralogique et structurelle. Dans ce cas, c'est une transformation minéralogique, c'est-à-dire le glucophane, le plagioclase s'est transformé en jadéite plus grenat sous l'action de quoi? De la pression. Donc le grenat, c'est un minéral indicateur de conditions de pression très élevées. Aussi la jadéite. Donc, déduire la déduction, exploitation, expliquer, on va déduire quoi? On va déduire le type de métamorphisme. Puisque les conditions de formation de la roche R2 à partir de la roche R1, c'est une pression élevée et une température faible, donc c'est un métamorphisme. C'est un métamorphisme haute pression et basse température. On l'appelle aussi un métamorphisme un dynamo-métamorphisme. Donc, la réponse est la suivante. La déduction, type de métamorphisme, il s'agit d'un métamorphisme haute pression, basse température ou dynamo-métamorphisme. C'est un métamorphisme typique de la région de subduction. Passons. Troisièmement, donc c'est un exercice un peu plus long, mais c'est simple. C'est simple. Il faut partir dès le début jusqu'à la troisième question, mais en sachant que je dois tenir compte de ce qui est donné, ce qui est voulu par le correcteur, c'est-à-dire résumer, en vous basant sur les données de l'exercice, résumer quoi? Les étapes de la formation de la chaîne alpine. Mais en vous basant sur les données de l'exercice, quelles sont ces données? On nous a donné ce schéma-là, on nous a donné aussi la courbe. Donc, à partir de ce schéma, qu'est-ce qu'on constate? La transformation de la roche R1 en R2 s'accompagne de la formation de nouveaux minéraux, jadéite et grenat, à partir de plagioclase, sous l'action de l'augmentation de pression. Donc, à quel niveau se réalise ce phénomène? Au niveau de la subduction. Et à travers ce document, qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a transformation d'un faciès schiste bleu à un faciès écologiste sous l'action de l'augmentation de pression. Vous voyez la flèche qui montre qu'il y a une augmentation de la pression et à faible température. Donc, la réponse est les étapes de la formation de la chaîne alpine. Subduction d'une lithosphère océanique sous une lithosphère continentale suite à des forces compressives qui permet donc la formation d'un métamorphisme dynamique, un dynamo-métamorphisme, haute pression, basse température. C'est-à-dire la première étape, il y avait une subduction. Puis après la subduction, qu'est-ce qu'il y a? À travers la carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit des ophiolites qui témoignent qu'il y avait une subduction et des sédiments marins issus de la partie qui a subducté. Et il y a aussi, donc, les ophiolites nous montrent qu'il y avait un domaine océanique qui a disparu. Donc, subduction, puis disparition totale qui va permettre après une collision des deux marges, collision ou affrontement.
confrontation ou collision des deux marges européennes et africaines et formation donc d'une chaîne des chaînes de collision où on trouve des chevauchements et des nappes de la marge européenne, des nappes de charriage qui témoignent qu'il y a cette compression accompagnant la collision et la confrontation après la disparition d'un domaine océanique. Donc, la troisième phase, c'est la confrontation des deux marges continentales, africaines et européennes, avec des formations de roches, chevauchements et nappes de charriage, qui sont un signe important de la région où il y a une collision. Donc, et genèse de la chaîne alpine. Il s'agit donc d'une chaîne de collision précédée d'une subduction. Ainsi, prend fin mon intervention. J'étais très ravi de présenter cet exercice et je vous suggère de le reprendre sur la plateforme tilmidtis.ma. Je vous souhaite bonne chance. Merci et à la prochaine.